Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au grand lancement 2017 du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est moi qui serai l'animatrice pour cet événement. Mon nom est Chloé Varin. Je suis à la fois auteure, animatrice et conférencière. Donc, l'événement se déroulera en 3 temps. Pour commencer, une allocution de M. Louis Côté, vice-président de la Corporation du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Suivront ensuite le lancement des auteurs et les allocutions des auteurs en question qui viendront vous présenter leurs livres. Et finalement, un vin d'honneur sera servi et une dédicace des auteurs que vous pourrez aller rencontrer, faire signer vos exemplaires, leur poser les questions qui vous trottent dans la tête. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Louis Côté, vice-président de la Corporation. Madame, Messieurs, bonjour. Je suis allé vous retrouver du côté de l'hôtel. Tantôt, je vous dis, comment ça, il n'y a pas de monde? C'est bizarre. Je me suis rendu compte que c'était ici que ça se passait. Je suis très heureux. Au nom du conseil d'administration, en tant que vice-président du Salon du livre, on a l'honneur aujourd'hui et le privilège d'accueillir 6 auteurs. Et je pense que c'est, je dirais, 6 femmes auteurs en plus, qui vont, comme on dit pour une première fois, oser franchir les portes de l'anonymat et qui viennent présenter leur œuvre. Vous avez un public régional d'abord. Et puis, pour vous les faire mieux connaître, bien, je vais demander à Chloé de prendre la parole. Et je vous remercie d'être présents aussi nombreux parce qu'on a eu une journée exceptionnelle, autant sur le plan de la température que sur le plan de la participation et de l'accueil du public. Merci et bonne activité. Donc, nous pouvons maintenant dévoiler les nouveautés de la saison de cette rentrée littéraire 2017. À commencer, donc, le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean se donne pour objectif de promouvoir la production littéraire d'ici et d'ailleurs. Toute l'équipe est heureuse d'accueillir le grand public à ce prestigieux lancement collectif. Détentrice d'un doctorat en littérature et psychanalyse de l'Université de Montréal, Mona Gauthier est psychanalyste membre du Cercle freudien de Paris. Elle a enseigné aux universités d'Ottawa et de Carleton. Auteure de 2 publications aux éditions de l'Harmattan, elle est également co-auteure de quelques ouvrages dans divers collectifs et revues spécialisées, dont l'Almanach historique du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Christiane Laforge, présidente de l'Alliance française d'Ottawa, Hall de 1992 à 1997. Elle a été nommée chevalier de l'Ordre des Palmes académiques par le gouvernement français, rien de moins. Et plus récemment, elle a été nommée ambassadrice des fêtes du 150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, accueillons Madame Mona Gauthier. Bonsoir. Un grand lancement. C'est impressionnant. Je connaissais les lancements. Je connaissais même des gros lancements, mais des grands lancements. Je me suis dit, c'est spécial, mais c'est pas étonnant. Hein? Moi, je suis saguenayenne de naissance et mon pays, à moi, c'est pas une région, c'est un royaume. On fait les choses en grand, un grand lancement. Cela dit, lorsqu'un livre est publié, on a la chance de, bien sûr, qu'un éditeur a bien voulu le faire. Alors, je dois remercier Nicolas Lévesque de Nota Bene qui a accepté mon manuscrit d'emblée et Guy Champagne, après, qui avait fondé Nota Bene, a décidé de fonder une nouvelle maison d'édition qui s'appelait Alias, et il a choisi mon livre pour commencer comme premier titre. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Je remercie ces gens-là. Je remercie, je dois dire, sur le côté du cœur, d'avoir ma famille avec moi. Ma famille et quelques amis, mais vraiment, mes nièces, mes neveux. Je me sens très, très heureuse avec eux. Et puis, le grand remerciement, c'est au Salon du livre. Je ne pense pas avoir vu un Salon du livre organisé comme celui de mon pays. Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les organisateurs sont absolument extraordinaires. Je pense à Mme Marcoux, Mme Laberge, M. Lavoie, qui est responsable justement de l'activité aujourd'hui, Mme Bélanger, qui s'occupe de... Quand on est des auteurs du Saguenay, on a des privilèges. Et si notre maison d'édition n'est pas présente, parce qu'ils ne sont pas encore assez au courant à quel point le Salon du livre du Saguenay, c'est important, je me charge de leur dire, croyez-moi.
Mais on fait une place à ceux qu'on appelle les auteurs, comment on dit quand on n'a pas de parents, là, orphelins. Alors, c'est ça. On n'est pas orphelin quand on vient au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on s'occupe de ça. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de temps, il faut que je vous présente mon livre. OK? Mon livre qui s'intitule « Paroles de mère ou les mots du silence ». Les deux côtés sont importants. Les paroles de mère et les mots du silence, c'est-à-dire qu'il fallait sortir. Alors, je dois vous dire que, en gros, rationnellement, j'ai découvert en littérature, quand on analyse un peu, quand on retourne aux études comme je l'ai fait, on découvre tout à coup que la mère, elle est ce qu'on en fait, finalement. OK? En littérature, elle est soit magnifiée, déifiée, c'est Dieu qui parle, dira Gorky, ou alors diabolisée, hein? Puis la plupart du temps, culpabilisée. La mère, elle est là, dans cette position-là. Si on aborde la mère en psychanalyse, par exemple, qui est mon champ d'expertise, eh bien, la mère, elle est le premier objet de l'enfant. Et l'objet premier avec un O majuscule. Mais ça n'en fait pas un sujet. Elle demeure l'objet de l'enfant. Ce qui est bien, là, il faut étudier la réalité. Mais moi, j'ai voulu savoir ce qu'une mère ordinaire... Moi, j'ai eu d'abord, il faut que je vous dise une chose, je suis mère de 6 enfants qui sont tous nés à Chicoutimi, à l'hôpital de Chicoutimi, où j'ai été très, 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 très bien soignée. Je les ai élevés. Après, à 46 ans, j'ai dû quitter la région, mais mon cœur n'a jamais quitté la région. Et c'est une réalité. C'est pas pour essayer de faire ma fine. C'est vrai. Alors, moi, je me disais, quand je lis ça, quand j'entends ça, quand j'analyse ça, le rôle qu'on donne à la mère, je me disais, une mère ordinaire, là, qui se lève la nuit quand les bébés sont malades, qui les soigne comme il peut. Quand on commence, j'avais pas 20 ans quand j'ai eu mon premier bébé. Vous pensez que je savais ce que c'était? Alors, cette mère-là, qui doit soigner tout, qui doit être omniprésente, puis omnisciente, puis... c'est une femme ordinaire, elle. Et je voulais savoir ce qu'elle avait à dire. Et fondamentalement, je dois vous dire quelque chose. Je pense que j'ai toujours su que j'avais, moi, quelque chose à dire. Mais j'aimais faire parler les autres avant. Cela dit, une grande partie de ce que j'ai écrit est autobiographique. L'autobiographie sous forme de journal intime. Un journal intime, justement, là, je vais revenir à la partie silence. Un journal intime que j'ai pas écrit. On n'écrivait pas ça parce que ça se disait pas. On devait... La mère, on la met quand même... on doit aimer, on doit être bonne. On doit pas être fatigué. On doit pas trouver ça dur, des fois, l'allaitement. Moi, quand j'ai eu mes enfants, c'était pas la mode d'allaiter. Alors, comme c'était pas la mode d'allaiter, j'avais du lait qui montait pareil. Et il fallait qu'on me donne une pilule pour que le lait s'en aille. Et il fallait que... Après ça, ça crée des sécheresses, il faut pas boire. Vous me direz, c'est peut-être des détails dits après en rien. Mais les mères, c'est ça qu'elles vivent tout à coup. OK? Il faut qu'elles passent à travers. Elles ont un petit bébé. Alors, les mères parlent. Alors, j'ai voulu faire parler les mères. J'ai voulu aussi bousculer un peu des tabous sur l'image de la mère, par exemple, la mère de famille nombreuse. Parce que moi, je suis la dernière d'une famille de 13 enfants. J'ai entendu parler ma mère et même toute ma vie, je me suis dit, je devrais écrire la vie de ma mère, que j'ai pas fait, mais dans ce livre-là, je me reprends. Et ma mère, c'est vos mères. C'est une mère du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ma grand-mère, qui est morte alors que j'avais 8 ans, elle était née ici et morte ici. Ma mère est née ici, elle est morte ici. J'ai élevé mes enfants ici. Donc, l'histoire des mères, c'est l'histoire des mères du Saguenay, en fait, que je connais. Et c'est mon pays. Alors, j'ai voulu, par exemple, vous savez, aussi, le clergé, vous connaissez tous la période de la revanche des berceaux, hein, où les femmes avaient des familles, comme ma mère, 13 enfants. Donc, moi, j'ai quand même fait quelques recherches. Et il y a un livre qui est très impressionnant,
les divers visages de l'intolérance au Québec, par exemple. Une mère de famille, qui est la mère d'André Lucier, qui est un psychanalyste très, très connu, qui vient juste de mourir, quelqu'un de vraiment important. Sa mère a eu 16 enfants. C'était la mode d'avoir un enfant tous les ans si on était une bonne... Pas la mode, c'était un devoir pour être une bonne chrétienne d'avoir un enfant par année. Hein? Alors, elle a eu 16 enfants. Elle a été malade à un moment donné, puis juste avant de mourir, elle a convoqué ses enfants près d'elle. Elle a fait venir le curé, qui venait lui donner les derniers sacrements, mais elle parlait encore. Alors, elle lui a dit, « Écoutez, monsieur le curé, Dieu le Père le comprendra. Il faut que je vous dise quelque chose. Sur mes 16 enfants, je n'ai désiré un seul, le premier. Tous les autres, monsieur le curé, je les ai faits dans l'horreur des grossesses et l'horreur de la sexualité. Donc, moi, je pense secouer aussi le tabou de la sexualité des mères. On les a placées. Si on en fait des saintes, on ne parle pas de leur sexualité. Que voulez-vous, elles ont tout oublié ça, par amour. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour? Mais non, elles ont existé. Ces femmes-là ont existé. On n'est pas... Non, c'est pas vrai. Il y a eu des moments difficiles. Des moments difficiles. Et c'est ça que je... Ma mère, avec ses 13 enfants, quand mon père est mort, elle a eu l'occasion de remarier quelqu'un, mais vraiment bien. On était tous d'accord. On aurait voulu qu'elle profite de ne pas vieillir seule. Mais tout à coup, ma mère était quand même une femme forte, entêtée. Elle a dit, plus jamais un homme dans mon lit. Hein? Ça voulait dire quoi, ça? Hein? Que ses 13 enfants, là, ça lui avait rentré pas mal dans le corps. Hein? Moi, j'étais en 13e, mais elle m'a beaucoup aimée quand même, puis j'ai adoré ma mère. Parce que ma mère était... Bon, mais elle n'était pas une sainte, OK? J'aime ça dire ça. Ma mère, c'était pas une sainte. Elle parlait, puis elle disait si les hommes avaient des enfants, il y en aurait juste un. mais cela dit, quand je regarde parce que moi, écoutez, je suis au centre, là, je suis au centre de 5 générations de mères. Okay? J'ai ma grand-mère qui a vécu chez nous, j'ai bien connu, qui tissait, puis ça. Bon, ma mère, moi, je suis là, ma fille et ma petite-fille. Et ma petite-fille est mère de 2 enfants. Donc, moi je suis arrière-grand-mère. Je pense que j'ai le droit de dire ces choses-là. Je crois que j'ai le droit de bousculer un petit peu, hein, les idées reçues. Et en tout cas, je me suis donné ça dans ce livre-là. Puis j'ai été heureuse de le faire. J'ai pleuré par bout de temps, mais j'ai été heureuse de le faire. Et je pense que, justement, parce que je suis au centre, je pense que les jeunes, c'est bon qu'elles sachent ce qu'ont vécu nos mères. C'est bon, ça les aide. Et je dirais, autant le jeune papa, on se demande si les hommes avancent. Oui, en tant que père, moi, je reconnais pas les pères d'aujourd'hui. Ils sont gentils, ils changent les couches, ils donnent... Oh, OK. Ils lavent les bébés. En tout cas, moi, je le vois faire. Là. Je suis émerveillée par les jeunes papas. Alors, s'il y a une avancée du point de vue des hommes en ce qui concerne sa position, son rôle, bien, moi, je pense que c'est au père qu'on doit rendre hommage et à qui on doit faire confiance pour le reste. D'accord? Je pense vous avoir dit le principal. Je pourrais continuer, hein, parce que... Mais c'est 5 minutes que vous m'avez donné. Alors, c'est ça. Alors, c'est mon petit. Je suis quand même une mère encore. Mais un petit qui dit plus que normalement un petit dit. Et je suis contente d'avoir trouvé l'énergie de le faire. Merci d'être là. Donc, notre prochaine auteure invitée est enseignante au secondaire en sciences et technologies. Stéphanie Gervais se passionne depuis très longtemps pour le merveilleux monde de la littérature. Auteure d'une 30aine d'ouvrages, dont plusieurs sont des ouvrages pédagogiques qui sont utilisés dans les écoles de la province. Elle publie en 2017 chez Dominique et compagnie son 3e roman pour la jeunesse, Le monstre du lac. Merci d'accueillir Madame Stéphanie Gervais. Bonjour à vous tous et premièrement, bienvenue. Je suis très agréablement surprise de constater que beaucoup de gens se sont déplacés pour moi ce soir. C'est super génial de le constater. J'ai des amis qui sont là, des auteurs aussi qui sont mes amis. Ma famille est là. Donc, merci à vous. Je suis vraiment très contente de partager ce beau moment-là avec vous. Donc, aujourd'hui, je lance Le monstre du lac, qui est en fait le 3e tome de la série qui met en vedette les aventures d'Olivier et de Magali.
qui sont, c'est le nom de mes enfants qui sont aussi présents ici aujourd'hui. Rosalie, c'est aussi ma petite dernière. Elle ne fait pas partie encore de mes histoires, mais je dois avouer que je reçois beaucoup de pression de la part de mon plus grand pour l'intégrer rapidement dans les histoires, là. Ça, la pression, elle est très forte, mais je lui réserve une petite série très bientôt juste pour elle. Donc, c'est ça. Je veux aussi mentionner quelque chose de très important avec cette série-là. C'est mon intention d'écriture derrière ce projet. Quand j'étais plus petite, moi et ma famille, on allait souvent au chalet de mes grands-parents. Puis j'ai passé des aventures formidables à cet endroit-là. On jouait dans la nature, on allait sur le lac en chaloupe, on se promenait dans les sentiers. Bref, on apprenait plein de choses sur la nature, les sciences, puis j'ai adoré ça. Et ces souvenirs-là sont vraiment ancrés dans ma tête, dans ma mémoire. Puis au départ, c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire cette série-là. C'est aussi parce que j'ai vécu de belles aventures avec mes grands-parents là-bas et j'ai décrit ces histoires-là pour immortaliser ces souvenirs-là. Donc, Léo et Yolande, qui sont mes grands-parents, font aussi partie de l'histoire, puis je suis très fière de les avoir intégrés à tout ça. Ceux qui me connaissent de près, ou peut-être même de plus loin un tout petit peu, vous savez que je suis vraiment une grande passionnée par l'écriture. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'écrire des livres. Et puis aujourd'hui, je suis super fière de pouvoir dire que j'ai réussi. Puis j'ai pas juste réussi, j'ai réussi chez moi, dans ma région, parce que je suis native d'ici et je reste encore ici avec ma famille. Puis ça me rend très, très fière. Je trouve que c'est super important. Puis si je réussis aussi à vivre de ma passion, puis à écrire des livres, puis à faire ce que j'aime, c'est parce que je suis super bien entourée par plein de gens. Et c'est pour ça que je vais terminer avec quelques remerciements. Donc, entre autres, je remercie mon copain qui me supporte beaucoup là-dedans. Il m'encourage, il me pose des questions, puis il me force à me dépasser. Mes parents aussi, dont ma mère Carmen, la Carmen du Salon du Livre, dont vous entendez souvent parler, c'est ma mère. Elle aussi, elle m'encourage beaucoup là-dedans. Elle m'a toujours dit, Steph, fonce, il n'y a pas de limite, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Quand on croit en nos rêves, ça, c'est merveilleux. Mon père, qui est le meilleur grand-père du monde, ça, c'est sûr. Il s'occupe beaucoup de mes enfants, il m'aide beaucoup avec eux. Donc ça, c'est vraiment formidable. Eux, je les remercie aussi. Même mes amis, comme j'ai dit tantôt, vous êtes si nombreux présents, puis ça me touche beaucoup. Je remercie beaucoup aussi mon éditrice, Sylvie Payette. Elle n'est pas là aujourd'hui. C'est elle qui est l'éditrice des éditions Dominique et compagnie. Merci parce qu'elle m'a fait confiance. Elle a cru en mon premier manuscrit. Puis depuis ce temps-là, je chemine, puis je travaille fort avec l'équipe Dominique et compagnie. À chaque titre, j'ai l'impression d'évoluer un petit peu plus. Puis je me sens bien chez eux. C'est une belle maison d'édition. Je me sens comme dans une grande famille. Donc, toute ma passion, c'est un peu une histoire de famille, à tout point de vue confondu. Et mes lecteurs, je ne pourrais pas passer à côté de remercier mes nombreux lecteurs. Je vous aime vraiment beaucoup. Continuez de m'écrire, de m'envoyer des petits mots, des commentaires. Je reçois beaucoup d'amour de vous aussi. Puis c'est pour vous autres que j'écris. C'est aussi pour mes enfants que j'écris principalement. J'ai hâte qu'ils puissent lire mes livres. Donc, les lecteurs, je les remercie grandement. Je trouve qu'un livre, pour qu'il existe vraiment, là, il faut qu'il soit lu, il faut qu'il soit partagé, il faut qu'il soit apprécié. Puis je ressens tout ça, là, je ressens le partage, l'amour des livres des jeunes. Puis ça, c'est vraiment génial. Magali Laurent, maintenant. Elle est franco-canadienne. Avec sa maîtrise en journalisme en poche, elle quitte la France en 2007 pour venir s'installer à Québec avec son conjoint. Québec, où ils fonderont leur petite famille. C'est là qu'elle écrit aussi le premier tome de sa trilogie, la trilogie jeunesse Billy, qui sera finaliste au prix de création littéraire de la Bibliothèque de Québec et du Salon international du livre de Québec en 2014. Ne comptant pas s'arrêter en si bon chemin, et avec raison, Magali récidive avec une trilogie post-apocalyptique, BOA, ou BOA, dont le premier tome est édité en septembre 2017 aux éditions de Mortagne. Aujourd'hui, elle écrit à temps partiel et travaille en collaboration avec des auteurs en proposant ses services à titre de coach littéraire et de réviseur linguistique. Accueillons Madame Magali Laurent. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, dans un premier temps, j'aimerais remercier l'équipe organisatrice du Salon du Livre pour nous permettre de vous présenter nos nouveautés. C'est une belle tribune. Un gros merci également aux éditions de Mortagne pour leur confiance, pour leur grand enthousiasme aussi, et pour croire en cette histoire. Cette histoire, comme l'a dit Chloé, c'est un récit post-apocalyptique, une dystopie. Alors, c'est quoi une dystopie ? C'est l'inverse d'une utopie. En gros, c'est un monde dans lequel on n'aurait pas du tout envie de vivre.
Et dans cette histoire, dans ce monde, on a 6 adolescents qui se retrouvent pris dans la tourmente d'un événement qui les dépasse complètement. Une loterie inhumaine dont ils sont les prix. Donc les BOA de liberté, qui doivent boire du sang humain pour pouvoir survivre, ce sont des êtres humains. Je voulais un petit peu trancher avec l'histoire de Billy, qui était une histoire fantastique. Et j'avais envie de me projeter dans un monde un petit peu plus réaliste, qui se passe dans un futur plus ou moins proche. Et vous offrir une histoire avec beaucoup d'action. Une histoire qui parle de courage, le courage face à l'oppression, le courage face à nos choix, et aussi le courage face à nos émotions, nos sentiments. Voilà, donc je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vous invite à venir à ma table après pour en discuter. Je serai aussi au kiosque de Mortagne ce soir. Voilà, donc merci beaucoup, merci pour votre écoute et je vous souhaite à tous un très bon salon. Notre prochaine invitée effectue aujourd'hui le lancement de son premier ouvrage. Diplômée en journalisme à l'Université Laval en 2006 et en sciences politiques en 2007, Marie-Ève Roy a toujours eu une passion pour l'écriture. Après avoir travaillé en presse écrite, elle s'est rendue compte que le journalisme était un peu trop sérieux pour elle. Alors, elle s'est lancée le défi de devenir auteure, quête qu'elle accomplit avec « On a juste une vie à vivre », son premier roman. Parallèlement à cela, elle est aussi institutrice en conditionnement physique, caméraman, ou devrais-je dire caméra woman, et pigiste à l'occasion, ainsi que maman de 2 enfants dans son magnifique Lac-Saint-Jean. Elle voyage autant qu'elle le peut, boit du vin, lit beaucoup et regarde compulsivement des séries télé, puisqu'après tout, on n'a qu'une vie à vivre. Alors, accueillons Madame Marie-Ève Roy. Allô? Comme M. Côté a dit tout à l'heure, on a un merveilleux salon, très achalandé. Ma voix le prouve, fait que je vais vous mimer mon livre. Non, c'est pas vrai. Donc, je voulais dire un gros merci à l'organisation du salon, évidemment, ma maison d'édition. J'ai compris hier pourquoi mon livre a été édité. J'ai parlé de baseball dans mon synopsis. Donc, mon éditrice, je l'ai conquis à ce moment-là. Fait que le livre, il faut juste espérer qu'il soit bon pour le reste. Merci aussi à ma gang qui sont là. J'ai comme plein de monde. Fait que ceux-là qui m'ont pas vu avant, vous viendrez me voir. J'ai des coupons parce qu'apparemment, il y a de la boisson. Donc, on a juste une vie à vivre, comme on a dit tout à l'heure. Donc, c'est mon premier roman que je vous offre, dans le fond, en toute humilité. Un roman qui est... Tout le monde me demande si c'est un fait vécu. Non, c'est vraiment une fiction. Par contre, avec quelques petites anecdotes vraies, très humoristique aussi comme livre. Donc, c'est l'histoire de 4 amis qui habitent à Québec, qui ont leur vie déjà bien rangée, leur emploi et tout. Et un événement vient basculer cet univers-là. Donc, dans le fond, elles sont amenées à se questionner sur leur vie, si ça leur convient toujours, c'est quoi leur rêve, qu'est-ce qui les empêche de partir réaliser ces rêves-là. Et puis, elles se rendent compte qu'à part les propres barrières qu'elles se mettent, il n'y a rien qui les empêche. Donc, coup de tête, un matin, 5 heures du matin, elles sont assises autour de la table avec un café et elles décident, c'est bon, on part, on y va. Donc, on boucle les billets d'avion, prépare les bagages à la hâte. Donc, elles se séparent pour partir aux 4 coins du monde pour réaliser ces rêves-là. À travers, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'humour, beaucoup d'aventures, petite histoire d'amour aussi mélangée à ça parce que, c'est pour les féfés, fait qu'on aime ça. Donc, toujours à la quête de leur rêve et d'accomplir, dans le fond, de profiter de chaque moment. Parce que, après tout, c'est ça. Elles se rendent compte avec ce qu'elles vivent qu'on a juste une vie à vivre et que chaque moment se doit d'être beau, précieux et vécu à 100%. Donc, moi, je vis ici en fin de semaine, donc je suis toujours à quelque part jusqu'à assez tard. Donc, venez me voir quand vous voulez. Ça me fera plaisir d'en parler avec vous. Et sur ce, merci à tout le monde de vous être déplacés. Je vous souhaite un bon salon et une bonne fin de journée. Maintenant, prochaine invitée, c'est en fait toute une surprise si elle est ici pour nous présenter son livre ce soir parce qu'elle était loin d'imaginer d'être un jour apte à écrire un roman. Isabelle Tremblay a pourtant choisi cette voie qui est pavée d'embûches et ce, à sa très grande stupéfaction. L'hésitation à le faire est pourtant bien compréhensible car Isabelle est atteinte de dyslexie sévère. Et rédiger un texte a toujours été très difficile pour elle, un obstacle
à franchir. Mère à temps plein de 4 enfants depuis près de 7 ans, elle tire profit de ces rares moments de calme pour écrire et laisser libre cours à son imaginaire débordant. Sa ténacité, l'aide et l'aide de son entourage lui ont permis de créer et de publier son tout premier roman, Les Gardiens du temps et de l'histoire, aux éditions de l'Apothéose en janvier 2017. J'inviterai donc Madame Isabelle Tremblay à nous rejoindre pour nous parler de son roman. Bonjour à tous, merci. Je remercie aussi le Salon justement de nous offrir cette opportunité de pouvoir nous faire voir en beaucoup plus grand nombre que des fois personnellement quand nous sommes peu connus, d'avoir la chance d'avoir un groupe qui ne nous connaissent pas et qui désormais va connaître. J'aimerais remercier aussi mon éditeur, les éditions de l'Apothéose, pour m'avoir donné la chance d'éditer mon premier roman. Pardonnez-moi. La voie pour s'en aller dans ce domaine est quand même assez difficile. On voit ici que des livres, c'est pas ça qui manque. Les styles, c'est pas ça qui manque non plus. Donc, essayer de se démarquer, essayer de justement attirer l'attention de quelqu'un pour nous dire « Ah oui, cette personne serait très intéressante à pouvoir éditer et voir le monde, les idées qu'elle a dans la tête et le monde qu'elle peut partager aux gens. » J'aimerais aussi remercier ma famille, mes amis pour m'avoir encouragée et pour m'avoir dit que de temps en temps, c'était vraiment étrange avant que ça soit bien corrigé mes phrases. Parce que justement, c'était un peu croche. Ce qui a fait pas mal toute ma scolarité avec la difficulté. Mais quand on vieillit, on change d'idée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis devenue une jeune adulte, je me suis intéressée aux livres. J'ai lu des livres. J'ai combattu le fait que même si des fois, ça peut prendre 2 à 3 à 4 minutes lire une page parce qu'il faut que je recommence 4 fois une phrase parce que les mots, ils viennent vraiment tout croche dans ma tête. J'ai continué et finalement, une fois, j'ai pris un papier et un crayon dans ma voiture. J'attendais mon mari. Dans la voiture, j'ai pris un petit calepin, j'ai pris quelques notes, j'ai écrit 2-3 petites pages, puis j'ai fait « Ah, c'est parti, c'est ça qui est arrivé. » J'ai continué, et c'est ce qui a donné ce merveilleux roman. Un roman fantastique, un roman d'aventure avec une belle petite histoire d'amour au travers, sans nécessairement que ça soit le thème principal. Les Gardiens du temps et de l'histoire, c'est des gens qui ont été élus, des gens qui ont une certaine de petits pouvoirs à l'intérieur d'eux, qui sont en fait destinés à pouvoir être dans justement le cercle des gardiens du temps et de l'histoire. Ils se font offrir une bague et dans la bague, bien c'est la magie qui est à l'intérieur. Ils ont besoin d'une bague, du sablier et d'un livre de temps à autre, tout dépendant, parce que justement, comme le titre le dit, ce sont des gens qui préservent le temps et l'histoire des mondes. C'est plusieurs mondes à l'intérieur. Ils voyagent entre les mondes, sauf que toutefois, c'est une chose secrète. C'est pas dit ouvertement, c'est pas dit que ces gens existent. Ils travaillent dans l'ombre, ils protègent les gens et souvent, ils n'en ont aucune idée parce que justement, c'est le but de préserver sans que les gens ils puissent connaître et savoir qu'est-ce qui peut se passer finalement. Vous vivez en fait en lisant mon livre dans mon personnage principal qui est Mia Litoni. Vous êtes dans sa tête, dans ses émotions, dans ses aventures, dans son courage, dans sa colère. C'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années, qui a toujours vécu avec une certaine autonomie, qui a appris à se gérer seule, à compter sur elle-même finalement. Puis justement, quand son 20e anniversaire arrive, tout chamboule dans sa vie. Elle décide d'avouer son amour à un garçon qu'elle a connu depuis ses 16 ans. Elle apprend aussi des choses qui lui ont été cachées toute sa vie, finalement. Puis, tranquillement et même rapidement, on tombe dans l'histoire, on tombe dans les aventures et tout au long du roman, vous voyez l'évolution et vous apprenez justement tout ce qui a été caché dans sa vie et comment est-ce qu'elle finit par réussir à gérer. Parce que, veut pas, quand il y a des grands changements dans notre vie,
on ne réagit pas toujours bien et c'est ce qui arrive avec elle. C'est une personne qui... Excusez-moi. C'est une personne qui aime les aventures, mais qui aime aussi une certaine stabilité. Sauf que tout vient, comme j'ai dit encore, tout vient être chamboulé et il faut qu'elle fasse avec ce qui lui arrive. C'est pas mal ça. Donc, je vous remercie beaucoup de la chance des gens qui m'ont encouragée, encore une fois, des gens qui vont pouvoir lire, des gens qui vont lire les aventures. C'est un premier tome. On souhaite bientôt que le deuxième tome arrive. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec la vie. Tout dépend toujours de qu'est-ce qui nous arrive. Donc, le premier tome, Les gardiens du temps et de l'histoire, La reine perdue, est une aventure qui se doit d'être vécue et qui se doit d'être aussi promenée entre chaque monde et visibilité de tous. Je vous remercie beaucoup. Sur ce, je remercie évidemment les auteurs, les éditeurs qui sont venus, en fait, je dirais dire éditrices et auteurs qui sont venus prendre la parole ce soir. Et je vous remercie à vous, cher public, d'assister à ce grand événement, cette grande occasion. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon salon et bon vin d'honneur. Là, vous êtes tous conviés à venir voir la grande finale d'Impro BD. Alors, évidemment, vous allez avoir la chance de pouvoir rencontrer 5 des grands illustrateurs du Québec qui seront ici pour vous montrer, bien sûr, les différentes techniques, leur façon de voir l'illustration et la façon, bien sûr, de pouvoir amener une idée sur du papier. Sans plus tarder, je vous présente le seul et unique, bien sûr, le grand Manitou, Monsieur Guillaume Demers, l'illustrateur Guillaume Demers. Bravo! Alors, le seul et unique, le grand Guillaume. Et évidemment, tu as bien sûr eu l'amabilité d'amener ton dernier bouquin. Évidemment, c'est un bouquin hors de l'ordinaire. C'est un qui était bêche, évidemment. Voilà, qui se retourne. Tout le monde savait ce que c'était. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc Hipster le chat, en fait, c'est des blagues. C'est un livre de gags avec 4 animaux, tous plus branchés les uns que les autres. Donc, mon chat Hipster, fou des technologies. Swag le pigeon qui ne jure que par son style. Mon petit Carlin qui est une victime de la mode car c'est son maître qui l'habille à tous les jours. Et puis, on a à l'endos les mêmes gags, mais en anglais cette fois-ci. Donc, c'est devenu un exercice pour apprendre l'anglais. Oh, français-anglais. Voilà. Wow, bravo. Et bien sûr, tu publies ces éditions Espoir en Cannes. Espoir en Cannes. Mesdames et messieurs, Guillaume Demers. Alors, je suis là à vous présenter le second, bien sûr, et non le moindre. Je vous présente à l'instant même le grand et merveilleux illustrateur Jean-François Vachon. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, bonjour Jean-François. Oui, tu prends le micro, certainement. Allô, bonjour. Alors, évidemment, tu as la chance aujourd'hui, en fait, plutôt, le public a la chance d'avoir une primeur aujourd'hui. Exactement. Et tu as dans les mains, bien sûr, 2 tomes de Jimmy Tornado. Tu peux, bien sûr, expliquer au public en quoi ça consiste, ces 2 bandes dessinées. Alors, Jimmy Tornado, c'est un gorille de 15 ans qui parle. Donc, il fait équipe avec sa demi-sœur qui est loupée ici. Et puis, c'est un duo qui parcourt le monde pour résoudre des aventures un peu étranges, des phénomènes inexpliqués. Alors, ils parcourent le globe pour résoudre ces énigmes-là. Et puis, c'est sur fond d'humour et d'aventure, donc c'est super le fun pour les enfants de 7 à 13 ans. Et c'est des planches qui sont déjà parues dans les débrouillards. Donc, ceux qui sont familiers avec les débrouillards vont être en terrain inconnu quand ils vont découvrir l'aventure. Mesdames et messieurs, Jean-François Vachon. Merci. Bravo. Sans plus tarder, bien sûr, je vais demander un seul et unique de la Baroness Mikey, Monsieur Freg, à bien vouloir venir nous rejoindre sur la scène. Bonjour. Allô. Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, bien oui. Écoutez, on a bien sûr la chance d'avoir quelqu'un qui vient d'atteindre son 38e anniversaire aujourd'hui. Moi, on m'avait dit 17 ce matin, mais... Alors, on a la chance, bien sûr, de pouvoir te chanter une chanson. Oui. Et te voir rougir devant la caméra. C'est formidable, ça.
Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a la chance d'avoir le seul et unique Alex A qui va venir t'interpréter le joyeux anniversaire. Voilà. Bonne fête, Frédéric. Je pense qu'on va arrêter. On applaudit Monsieur Alex A. Ah, ça vient de me réveiller, c'est bon. Évidemment, Alex A me dit que c'était le seul cadeau qu'il te faisait aujourd'hui. Oui. Il te fera pas d'autres cadeaux. Et je voudrais pas, bien sûr, passer sous silence ta nouvelle BD. J'aimerais bien sûr que tu nous en parles un peu plus longuement. Oui, nouvelle BD, le tome 5 de la bande à Smikey, La Fiesta du loup-garou. En fait, nous, on est dans les petits monstres qui n'ont pas les talents pour être monstrueux. Et cette fois-ci, Frankie, notre loup-garou, serveur du restaurant de Dracula, est obligé d'organiser une fiesta pour camoufler un événement qui doit passer sous silence. Et donc, je ne peux pas dire c'est quoi, puisque c'est top secret. Il faut... voilà, mystère. Ah, OK. Oui, OK. mystère. Alors, si on veut savoir, on doit se procurer... Exactement. La bande dessinée. Le mystère total. Mesdames et messieurs, Frédéric Goyette. Bravo! Alors, évidemment, il est déjà sur scène. Et bien sûr, il avait hâte de pouvoir monter, tout ça. Vous le connaissez tous, Monsieur Alex A. Je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît, pour son talent d'illustrateur, mais aussi de chanteur. Oui. Oh, c'était du beau mi bémol. Alors, tu as amené, bien sûr, ta dernière bande dessinée. Oui, le tome 2 des expériences de Mini-Jean, qui est apparu au mois d'août dernier. Et puis, vraiment le fun comme aventure. On m'a dit que c'était un de mes bons, celui-là. Il y a une grosse aventure spatiale dans un tout nouvel univers avec plein de planètes bizarres, différentes. Donc, Mini-Jean qui vit une très grande aventure épique. Voilà. OK. Wow, excellent. Et puis, évidemment, aujourd'hui, il semblerait bien... En fait, on m'a dit, bien sûr... C'est ma fête aussi, non? Non, c'est pas ma fête aujourd'hui. Je sais pas. Mais on semble... Écoutez bien. Depuis les 3 dernières années, notre ami, bien sûr, Alex, a remporté la plupart des impros. Mais nos illustrateurs ici ont dit, bien sûr, qu'aujourd'hui, ils ne te laisseraient pas de chance. D'accord. Et ils vont travailler très fort. Et même, bien sûr, celui qui va monter à l'instant même sur la scène, Monsieur Maxime Cyr. Wow! Hey, content de te voir, Maxime. Ça va bien? Oui, toi? Oui, bon matin. Bon matin. Bon matin aussi. Et c'est une belle journée, bien sûr, qui s'amorce. T'es prêt? Tu sembles être fébrile. Tu m'as donné des conseils hier, bien sûr, concernant certains thèmes et tout ça. Pas de politique. Mais il n'y a pas de politique. Exactement. C'est excellent. Parfait, excellent. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses nous parler de ton dernier, ton plus récent. Oui, en fait, il est tout nouveau, tout chaud. Il est sorti la semaine passée. Donc, c'est les premiers jeunes que je rencontre, c'est au Saguenay. Donc, je trouve ça très, très cool. Et lui, il s'appelle Le Monde Virtuel. Il va se passer à l'intérieur d'un jeu vidéo. Et on va voir Victor et Igor qui vont être transformés en avatars et qui vont faire plusieurs péripéties. Alors, nous allons commencer par la première improvisation. Une improvisation qui se déroulera, bien sûr, dans le comble du dramatique. Humoristique. Dramatique. Ça vous va? Est-ce qu'on peut mélanger les deux? Le thème, bien sûr, s'appelle « À l'ombre des torpilles ». À l'ombre des torpilles. Alors, du type dramatique, humoristique, pour une durée de 3 minutes. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Trois, 2, 1, 0! Aïe, 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 aïe. Alors, bien sûr, Guillaume Demers, tu peux nous expliquer ton dessin? Donc, j'ai utilisé mon personnage de Hipster le chat qui est plutôt fainéant, donc qui aime la coulée douce la plupart du temps. Et puis, j'ai décidé d'incarner un de ses amis, Swag le pigeon, qui aime bien, du haut du ciel, laisser des cadeaux comme ça aux gens. Il s'amuse à déféquer comme ça. Oui, donc je l'ai personnifié en torpille cette fois-ci, pendant que Hipster ne se doute de rien de ce qui lui arrive. Oh, quand même, c'est un vilain joueur de tour. C'est un vilain joueur de tour. Oh, mesdames et messieurs, Guillaume Demers. Attention, nous poursuivons avec Jean-François. Jean-François qui s'est donné à cœur joie dans les torpilles. Exactement. À l'ombre des torpilles, donc avec la canicule qu'on a eue, on profite de l'ombre et des torpilles pour se rafraîchir un peu, n'est-ce pas? On en profite. Alors, j'ai mis mon petit garçon qui profite de l'ombre des torpilles et qui a son parapluie magique pour le protéger.
C'est le parapluie de l'amour. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ta façon de protéger ton petit garçon. Oui, parce que Des torpilles avec un petit Oui. parasol, oui. Oui, c'est comme Oui, dans oui. Bugs Bunny un peu, là. Ah oui. Parapluie. Et puis, l'amour le protège. Oh, ben c'est bien ça. C'est un drame. C'est positif. C'est positif. Oui, C'est voilà. extrêmement positif. Mesdames et messieurs, Jean-François Vachon. Bravo. 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 C'est très positif. J'aime ça, moi, quand c'est positif. Vous êtes tous positifs. C'est vrai, hein? Alors, attention, on continue avec le fêté Frédéric Goyette. Freg. Donc, moi aussi, c'est très positif. C'est la saison de la chasse. Bon, j'ai juste eu le temps d'écrire chasse, mais elle est ouverte. Et donc, il faut toujours bien choisir son armement pour aller cueillir les petites bestioles. Et puisque ça va vite, ces petits trucs-là, ben, il faut aller avec du gros calibre. Ah, OK. Alors, sous l'ombre, parce que des fois, ça peut créer quelques ombres. Quelques ombrages. Quelques ombrages, excellent. Là, si on devine tous, en regardant ça, on peut deviner que c'est la chasse au lapin. Et voilà. C'est la chasse au lapin. D'accord, excellent. Mesdames et messieurs, Frédéric Goyette. Alex, c'est à ton tour. Oui, je suis allé un petit peu dans le social politique. Ben, j'ai essayé. Ça, c'est un dessin de Donald Trump. Mais je me suis rendu compte en le faisant que je n'étais pas capable de faire Donald Trump. Ça m'aurait pris un modèle. Mais en fait, le concept, c'est qu'il va se faire griller sur la plage, mais il reste à l'ombre grâce aux missiles nord-coréens qui viennent s'échouer juste à côté de lui. Puis lui, il s'en fout, il est content tout le temps, de toute façon. Il comprend pas le danger. Il est comme la Jean-Jean. Ah oui, la c'est même vrai. chose. C'est la même chose. Voilà. Et alors, il se fout du danger. Oui, oui, oui. Bon, mais mesdames et messieurs, Alex. Bravo. 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 Maxime, c'est à ton tour. Oui. Et moi, en fait, qui dit torpille dit Mario Bros. Et j'ai pensé à mettre Toad en dessous, qui sert littéralement à rien dans les jeux. Là. Il est toujours paniqué, donc il est un petit peu à l'ombre de la torpille avec Mario qui fait... Ah, excellent. Et alors, c'est lui qui mange tous les coups. Oui. Ah, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, Maxime Cyr. On a une belle interprétation, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Malgré tout ça, évidemment, vous devez faire un choix. Vous allez devoir déterminer qui aura, bien sûr, gagné cette manche. Alors, le point va à Alex A. Alors, on poursuit avec le second, et non le moindre. Deuxième improvisation, qui s'intitule « Pas de fumée sans feu ». Pas de fumée sans feu. On va bien sûr devoir retrouver dans cette impro un crayon, un ongle d'orteil et un trousseau de clés. OK. Hey, c'est excellent, ça. Wow. Je vais m'approcher de Maxime Cyr. Je vois, bien sûr, plein de trucs, évidemment. Là, on dirait que, je sais pas si on te reconnaît dans tout ça. Oui, c'était un peu supposé être moi, mais Oui, c'est un c'est peu ça. ensuite ce que tu viens de dire, en fait. C'est un peu lorsque je suis proche des deadlines et qu'il reste peu de temps. Donc, même pendant que je panique, je dois dessiner avec mes pieds pour éviter de Pour perdre être du temps. certain. Pour être certain de continuer. Mais tu dessines jamais comme un pied. Non, heureusement. Heureusement. Mesdames et messieurs, Maxime Cyr. Attention, je m'approche ici de Alex A. Évidemment, on a reconnu Monsieur Patate dès ta Oui, vous l'avez première reconnu. ligne. Parfait. Oui, donc, oui, on l'a reconnu dès la première ligne. la Oh, wow, première ligne. magnifique. Mais oui, c'est M. Patate qui sortait aller travailler. Et là, dehors, il y a une grosse scène d'apocalypse parce que Donald Trump continue à niaiser avec des missiles. C'est lui ici. Je sais pas plus comment le dessiner, il est encore pire que tantôt, mais c'est ça. Puis là, il tripe sur des missiles, il s'amuse. Et puis là, lui, il a perdu son nez, il a perdu un ongle d'orteil ici. Fait que là, il rentre en fracas dans sa maison pour aller se chercher un nouveau nez et des ongles d'orteil. Et peut-être des lunettes, des souliers. En tout cas, lui, quand il perd des bouts, il va en rechercher des nouveaux, il n'y a pas de problème. OK. Et il a besoin aussi de ses clés d'auto pour aller sauver le monde. Pour aller sauver Aller à la patate mobile. Parce qu'il conduit il conduit la patate Ben mobile. oui, c'est aussi un super-héros, M. Patate. Oh, mesdames et messieurs, Alex A.
avec son super-héros, Monsieur Patate. C'est vrai, c'est bien d'en faire un super-héros. Oui, ben oui. C'est bien d'en faire un super-héros. Ça existe peut-être déjà, d'ailleurs, une Oui, version héros un de Monsieur Patate qui est un super-héros. Oui. Avec sa cape. Donc, Oui. Ben, peut-être. Peut-être, Oui. hein? Un élément qu'on peut ajouter au personnage à la fin. Peut-être OK, la cape. on ajoutera ça. Oui. On va continuer avec Frédéric Goyette. Attention, là, il y a de la fumée, il y a du feu. Ouais, ben en fait, je fais la bande dessinée avec ma sœur, et donc on est souvent sur la route et on travaille en voiture. Oh! Alors, à s'échanger le volant gauche-droite, on perd le crayon qui est ici dans la voiture, mais l'autre côté de la porte, un ongle avec un bout de doigt, les clés qui dit, ben je crois que c'est à ton tour de conduire. Oui, parce que des fois, il faut échanger, sinon ça peut être dangereux. Alors, tu as opté par la version histoire. Bravo. Alors, mesdames et messieurs, Frédéric Goyette. C'est une histoire du quotidien, hein, c'est vrai? Ben oui, tous les jours. Monsieur Jean-François? Alors, moi, c'est pas compliqué. Panne d'électricité, mal pris. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé comme chandelle? C'est un crayon, parce qu'on était mal pris. Ben on oui. devait préparer le souper. Alors, le personnage a commencé son souper en pelant ses légumes, s'est coupé le doigt, l'ongle. Ah oui, donc l'ongle est tombé. Alors là, ici, c'est qu'il réalise qu'une fois qu'il a fait son séjour à l'hôpital, il a perdu son trousseau de clés, sachant qu'il y a une chandelle d'allumée à la maison. Oh! Là, il réalise que, oups, là, le trouble s'en vient, j'ai pas mes clés, j'ai un ongle en moins, et puis le feu va pogner chez nous. Puis qu'il n'y aura pas de fumée sans feu. C'est ça. Excellent, mesdames et messieurs, Jean-François, bravo! Hey! Vous avez vu, hein, quand on est capable d'expliquer, parfois, on dit un dessin vaut 1000 mots. Mais des mots, bien sûr, viennent, bien sûr, nous montrer une autre partie, bien sûr, du cerveau de nos illustrateurs. Alors, on continue avec Guillaume Demers. Donc, j'ai utilisé Swag, mon pigeon charmant, puis je lui ai investi de l'énergie du désespoir, celle qui nous habite dans un bar à 3 heures du matin quand on n'a pas réussi à trouver quelqu'un. OK. Pour Donc, te ramener, alors, c'est ça. il fait tout dans sa danse nuptiale pour tenter de séduire la jeune illustratrice qui est ici, car elle tient un crayon. OK. Donc, je trouvais que ça manquait d'illustratrices parmi nous, donc j'en ai mis une ici. Et puis, donc, dans sa frénésie, évidemment, ça a créé un feu sur le plancher de danse. Et puis, ben, il en a perdu quelques griffes. Il en a perdu les griffes, qu'on pourrait dire ses ongles aussi. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est bon, c'est excellent. Guillaume Demers. Alors maintenant, c'est à vous de travailler. Faites aller, bien sûr, vos ménages. Faites aller, bien sûr, votre cœur. Ben moi, j'ai comme dénoté qu'il y avait 3 où on avait les... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut les partager? Est-ce qu'on leur met un point chacun? Oui! Oh, on leur met un point chacun, c'est court. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Préparez-vous aussi, parce que là, vous allez avoir des surprises. On a besoin, bien sûr, de votre participation plus que jamais. On va, bien sûr, départager un thème bien particulier, qui est, bien sûr, un bel après-midi dans le sable mouvant. Alors, le thème... C'est difficile de faire du sable mouvant, hein? Alors, le thème, évidemment, bien sûr, il est choisi comme ça, afin que vous puissiez incorporer un membre du public ici. Donc, vous allez vous choisir... Vous ne lui dites pas, d'accord? Vous regardez, bien sûr, dans le public. Vous allez choisir quelqu'un que vous avez, bien sûr, placé dans votre image. Est-ce que vous pensez être en mesure de le faire? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous avez trouvé? Exact. Le titre, bien sûr, c'est « Un bel après-midi dans le sable mouvant ». Un bel après-midi dans le sable mouvant. Alors, comment on fait pour mettre l'après-midi, bien sûr, sur une image? Vous avez une idée? Une horloge. Ah, l'horloge, bien sûr, bien sûr. Ici? Ah, le soleil, c'est vrai, c'est l'après-midi qu'il apparaît. Alors, on va voir, bien sûr, comment ils voient ça. On va, bien sûr, leur donner le décompte. Ils ont exactement, cette fois-ci, 4 minutes pour pouvoir effectuer cette image. Renotez, bien sûr, n'oubliez pas votre personne dans le public. On y va. C'est le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Zéro! Alors, laissez tomber vos crayons.
On a besoin, bien sûr, des explications. On va justement commencer avec toi. Avec Jean-François. Tu vas prendre le micro qui est juste là. Allô. Alors, c'est pas compliqué. Je suis tombé dans le sable mouvant. Demandez-moi pas pourquoi, mais ça a l'air dans la région de Saguenay, il y a des sables mouvants. Je suis tombé dedans, malheureusement. Et puis, il y a des petites amies ici qui sont là. Aujourd'hui. Il y en a 2 pour 1, c'est ça? Oui, Pour le avec dessin? sa sœur, oui, ils sont venus me voir souvent. Tu t'es assuré que c'était 2 sœurs? Ouais. Parce qu'elles vont devoir partir avec les dessins. Ben oui. Sinon, ils vont devoir le déchirer. Et puis, ils sont là pour me demander la dédicace. C'est pour quand la dédicace, là? J'attends toujours. Ils ont hâte d'aller te voir en dédicace. Mesdames et messieurs, Jean-François Vachon. Bravo. Bravo. On poursuit cette fois-ci avec Guillaume de Mers. Guillaume. Donc, moi, j'ai choisi de représenter monsieur ici avec le t-shirt rouge. Oh! J'ai choisi d'intégrer aussi un carlin parce que comme c'est un chien plein de plis, je me suis dit que ce serait drôle que ça y remonte dans le cou dans du sable mouvant. Et c'est son chien, donc il a décidé d'aller le promener en le tenant par l'oreille, comme ça, par un bel après-midi d'été. Oh! Alors, voilà. Bravo. Et en fait, t'as fait de lui un super-héros aussi, parce qu'il va sauver son chien, finalement. Oui, probablement, oui. Probablement. Mesdames et messieurs, Guillaume de Mers, bravo. On poursuit avec Frédéric Goyette. Oui, moi, j'ai choisi la jolie demoiselle qui est ici avec le chignon. Alors, voyage cet été, ils ont été dans une petite île paradisiaque. Et oui, maman, je fais mes devoirs avec, bien sûr, il y a une petite astérix ici, c'est pour la baguette de Harry Potter. Oh, OK. Alors, même si on n'est pas dans le désert, c'est toujours possible de faire nos devoirs. Ah, c'est excellent. Bravo. Félicitations, Frédéric Goyette. C'est le fun, hein, quand ils se sentent concernés. Ah, c'est vrai. Alors, on continue avec Alex A. Moi, j'ai choisi monsieur le technicien derrière, juste ici. On souligne pas assez leur travail, mais c'est quand même eux qui partent la musique et les cues et tout. C'est difficile, c'est plein de stress, donc petit cadeau. Et j'ai fait une scène, c'est la mort des dinosaures, parce qu'on sait tous, les dinosaures sont morts dans les sables mouvants, il y a 60 millions d'années. Et lui, il a survécu parce qu'il y avait des petits flotteurs sur ses bras, comme ça. Ah, c'est excellent. Voilà, ça. c'est tout. Mais bravo, Alexa. Alors, t'en as fait un survivant. Bravo. Monsieur Maxime Cyr. Oui, moi, j'ai pris le jeune homme qui est juste là. Et lui, il regarde Victor qui est en train de couler dans les sables mouvants et il lui dit c'est sable mouvant, pas sable émouvant. Ah, OK. Le jeu de mots, alors. Voilà. Maxime Cyr. Alors, c'est le moment le plus difficile. C'est à votre tour maintenant de faire le départage entre tout ça. Je pense qu'on va devoir donner des points à 2 personnes. J'ai Frédéric et Jean-François. Nous allons bien sûr nous diriger vers une improvisation un peu différente au thème « Le sens du ridicule ». Le sens du ridicule. Ne me dessinez pas. Merci. Ça, c'est bien important. Vous aurez bien sûr à pouvoir mettre en scène une tortue ainsi qu'une coccinelle. D'accord? Une tortue, une coccinelle, dans le sens du ridicule, c'est 3 minutes, chers amis. 5, 4, 0. C'est parti! Zéro! Hey, bravo! Nous allons bien sûr commencer ces explications par Monsieur Jean-François Vachon, s'il vous plaît. Alors, on remarque ici la tortue. Eh oui. Alors, pourquoi pas faire un couple avec une coccinelle et une tortue qui peuvent se ressembler un peu quand on les regarde. C'est vrai? Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? C'est vrai? Est-ce que vous pensez coccinelle. que la coccinelle est capable de rentrer sa tête dans sa... Non. Non. Mais il y a une... Alors, la coccinelle a un béguin pour la tortue. Il lui offre des fleurs en lui disant « J'ai une carapace, moi aussi. C'est joli. C'est ridicule. » Et d'où là ce sens du ridicule? Exactement. Pauvre petite coccinelle. Coccinelle. Qui est tombée amoureuse d'une tortue. Mesdames et messieurs, Jean-François Vachon. Bravo. C'est vrai qu'il y a un lien entre les deux, c'est vrai. Puis je pense que Maxime Cyr va nous en dire quelque chose. Évidemment,
le lien entre la coccinelle et la tortue. Oui, ben moi, ça ressemble à un projet qu'on devait faire au cégep avant. Les premiers cours de Photoshop, on devait mélanger 2 animaux ensemble pour créer une nouvelle espèce. Et finalement, ça a juste viré cute au lieu d'être ridicule. Donc, j'ai créé la tortunelle, le mélange de coccinelle et tortue. Wow! Alors, on a bien sûr la tortunelle de Maxime Cyr. Bravo! On poursuit cette fois-ci avec Guillaume Demers. Donc, moi, j'ai illustré 2 fans des Tortues Ninja. Tu les as évoqués, d'ailleurs, je crois, de façon indirecte pendant qu'on dessinait. Donc, une véritable tortue qui s'élance dans le costume de Raphaël, son tortue préféré, en disant « Waouh! Yeah. » Elle s'élance et son amie Coccinelle sur son dos qui, elle, a beaucoup d'énergie comparativement à la tortue. Et il a son petit bandeau aussi. Donc, c'est des amis qui jouent aux Tortues Ninja. C'est des amis qui jouent aux Tortues Ninja. Voilà. Puis la Coccinelle est là pour encourager son ami tortue. Bien sûr. Mais en fait, elles jouent ensemble. Elles ne voient pas qu'elles ne ressemblent pas à leurs idoles. Ah, excellent. D'accord. C'est l'âge pour faire ça. Et là, elles s'en vont dans le sens du ridicule. C'est ça. Vers le sens du ridicule. Mesdames et messieurs, Guillaume Demers. Bravo, bravo. Alors, on continue avec Alex A. Oui. Moi, c'est une scène un peu triste, en fait. Je pensais que ça allait être comique, mais en le faisant, je me suis dit, mon Dieu, c'est un peu touchant. Mais il y a une tortue ici. C'est une tortue clown qui fait des fêtes d'enfants. Et là, il s'est rendu dans une fête d'enfants de coccinelle. Et les coccinelles ont été très cruelles. Elles font juste rire de lui, comme ça. Puis là, il s'en va sur sa petite bicyclette. Il s'en va... J'ai fait ici un petit sens unique. Donc, il s'en va dans le sens du ridicule. Puis ils savent qu'il y a un ravin à l'autre bout, c'est ça? Je pense pas qu'il y a un ravin, mais il y a probablement sa maison et la solitude qui l'attend. Oh! Désolé, non, c'est vraiment pas drôle. Mais C'est touchant, hein? C'est touchant. Si vous l'encouragez, il va être content. Mesdames et messieurs, Alex A. Monsieur Frédéric Goyette. Oui. À 38 ans, on vous appelle monsieur, hein? Pas obligé, mais... Pas obligé. Donc, ici, on a un Kalinours, Bisounours, selon quelle version qu'on a écoutée, avec le pouvoir infini du hot dog. Je crois que c'est assez ridicule. Ma coccinelle est là, hein, proportionnelle aux éléments, et ils n'ont pas l'air très sûrs du pouvoir de notre Bisounours. OK. Je suis pas sûr non plus. Pouvoir infini du hot dog. C'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. Mesdames et messieurs, Frédéric Goyette. Ça va bien, ça va très bien. Alors, c'est à votre tour. On m'a dit que c'était le dernier. Est-ce qu'on donne 4 points? Je pense qu'ils méritent tous, bien sûr, les 4 points. Et les applaudissements. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo. Alors, nous allons faire le décompte pour déterminer qui a remporté ce match. Nous avons 4 points pour Guillaume Demers. 4 points pour Maxime Cyr. Nous avons 6 points pour Alex A. 6 points pour Jean-François. Et 7 points pour le fêté d'aujourd'hui. Alors, c'est tout un cadeau de fête qu'on a eu la chance de voir.